Marc, il a travaillé sur RTL, il a connu les plus grands, les grosses têtes, Drucker, Hanouna. C'était déjà peut-être Johnny, Sardou, il parlait comme ça d'artistes. Donc on voit sur l'écran actuellement, c'est pas Philippe Bouvard, c'est Marc Chariot, Voilà. qui écoute à Charles Aznavour qui l'a su et qui lui a fait un petit cadeau. Une petite anecdote sur Hanouna, c'est que tu as connu à ses débuts. Il y a une infirmière qui vient voir, dire monsieur, bonjour, voilà, je vous laisse un message, il faudra absolument que vous retourniez voir Michael Jackson. Alors elle a cru que c'était une blague. Je dis ah oui je sais, j'y vais, je m'en vais, tout ça, voilà, pof. Et là du coup j'ai quitté le navire et je n'ai pas assisté à la naissance de mon fils, parce que j'étais allé voir Michael Jackson. Allez viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais. Et on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillettes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc. Avec Marc, qui a 40 ans de radio et de télévision, on va parler de son parcours incroyable, mais aussi on va découvrir l'évolution de la radio sur 40 ans. Marc, il a travaillé sur RTL, il a connu les plus grands, les grosses têtes, Drucker, Hanouna. Bienvenue à toi Marc Chariot, bonjour. Bonjour Marc, écoute, effectivement, t'as pas faux, tout ce que tu dis. Et ce qui est drôle, c'est que tu étais quand même prédestiné, puisque tout petit, ta maman travaillait pour une émission les plus cultes de la jeunesse. C'est ça, en fait elle travaillait pour un producteur qui s'occupait des personnages de Bonne Nuit les Petits. Ce nounours que tous les gens ont pu voir à la télé, il a été co-fabriqué et souvent cousu par ma maman. Et toi, tu allais souvent dans les studios Voilà, on allait dans les studios, dans le 19e arrondissement, sur les hauteurs de Paris, où était enregistré ce rendez-vous quotidien. J'attendais, moi, à tout môme, et puis régulièrement, ils appelaient ma mère pour recoudre une épaule, un bras à droite, un truc à gauche. Bien connu, le nounours. Toi, tu es fan de musique. Oui. Et ça a quand même, dans ta destinée, bien aidé, parce qu'en fait, alors, tu vas voir tous les concerts. C'est ça, à l'époque, on est bien dans les années 70, donc ouais. On allait voir tous les concerts de rock, des groupes qu'on voit maintenant d'ailleurs réapparaître sur scène. Les Papis font de la résistance et continuent quand même à monter sur scène. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as fini par te faire embaucher. C'est ça, voilà. Et puis à force de rester, d'arriver 2 heures avant et puis de partir 1 heure après pour voir les artistes, un jour, effectivement, je me suis fait choper par un roadie, ce qu'on appelait ça les roadies. Les roadies, c'était des gens qui portaient les enceintes, le matériel musical, qui les mettaient dans les camions. Et puis un jour, il y a un roadie qui me dit, toi, tiens, le petit gros là, tu veux pas aller un petit billet puis tu viens nous aider à porter les enceintes. Ils étaient un peu à la bourre. C'était un concert de Emerson, Lake and Palmer, donc je vous invite à aller sur internet et puis de regarder ELP, Emerson, Lake and Palmer, voilà. Et donc me voilà monté sur une scène à porter des enceintes. Du coup, après que j'ai récupéré mon petit billet, qui m'a permis de m'acheter une guitare, enfin en tout cas une partie, et puis m'a recontacté régulièrement, et puis me voilà à installer du matos, tout le matos de tous les groupes anglo-saxons pour la société KCP. Ce qui est drôle, c'est que justement d'avoir bossé chez KCP, ça a conditionné toute ta carrière, puisqu'à ce moment-là, tu fais des études de communication, et un jour, tu vas chez KCP et tu chercher mes sous. Chercher tes sous et tu rencontres une dame qui va changer ta vie. Oui, parce que je vois, il y avait plein de personnes, et c'était KCP, et je vois une dame qui parlait, je crois que c'était avec la fille du patron de l'Olympia à l'époque, et puis donc ils discutaient concert, musique, mais ils parlaient pas de groupe, mais c'était déjà peut-être Johnny, Sardou, ils parlaient comme ça d'artistes, avec des programmations de concerts, où c'est effectivement cette radio RTL que tout le monde a pu voir sur les affiches de tous les concerts musicaux des années 70, 80 et encore maintenant. Et donc je vois cette dame qui parle comme ça, et puis du coup on fait un petit peu connaissance, et puis je lui explique que moi en ce moment je fais c'est qui cette dame? C'est une dame qui s'appelle Micheline. Oui, et qui faisait quoi? Alors elle était responsable de la promotion à RTL. D'accord. Et c'est elle qui était en charge de tous ces programmes musicaux où RTL était associé, notamment Johnny, puisqu'elle était très, très liée à Johnny. Et donc je me permets de lui dire que moi je faisais les carrières de l'information, donc je préparais un DUT, diplôme universitaire de technologie, relations publiques, et puis que je cherchais un stage. Et là elle me dit, elle m'a donné un numéro de téléphone, en me citant un nom d'une personne, appelez, peut-être vous avez une chance, tout ça.
Le lendemain, alors à l'époque il n'y a pas de portable, hein, donc cabine téléphonique, machin, j'appelle, et puis là il y a une dame qui me dit oui, venez demain, j'arrive, et puis la dame qui me reçoit dit voilà, je suis attachée de presse, ma secrétaire et je suis directrice du service de presse, ma secrétaire vient de se casser la jambe ou je sais pas quoi, écoutez, on a besoin de quelqu'un pour faire la revue de presse du matin, et puis pour faire les travaux de communication. À l'époque c'était pas des mots comme ça, c'était on fait le service de presse, on fait des communiqués de presse, voilà. Bon, bref, et en lien direct avec la direction à l'époque. Hein. Et puis me voilà devant un bureau 2 jours après à faire mon stage pendant 8 semaines. C'est là où je parle de dessin, c'est que tu as commencé comme stagiaire chez RTL, tu resteras 42 ans. Oui, c'est ça, voilà. Alors, après la fin de ton stage, il te garde pour l'été, si j'ai bien compris. Et enfin, après, je m'auto-garde pour l'été. Il t'auto-garde pour l'été, et tu dois rester 3 jours ou 4 jours au chômage, et il te rappelle rapidement pour revenir chez RTL. Ouais, toi, t'en sais quelque chose, comment je quitte RTL, donc pot de départ. Le lendemain, mariage. Et oui, déjà j'étais jeune, mariage, voilà. Et puis ensuite, il se passe quelques jours, chômage, voilà. Et puis à la fin de la semaine, on m'appelle, et hop. Et on avait besoin de quelqu'un au service de presse. Et puis surtout, on avait besoin de quelqu'un pour faire les émissions politiques. C'est-à-dire, il y avait des émissions politiques, c'est-à-dire des interviews, et surtout une émission qui s'appelait Le Grand Jury, qui était donc le dimanche, et donc il fallait fabriquer le texte du grand jury, et puis ensuite le donner aux journalistes de la presse nationale et des télévisions, et donc ma mission c'était de suivre ces émissions politiques du dimanche, et puis ensuite de faire rédiger le texte par des professionnels de la saisie qui venaient de l'Assemblée nationale. Ensuite de faire l'impression, à l'époque il n'y avait pas de photocopieuse, c'était très compliqué. Puis ensuite après de prendre ma voiture, il a déposé dans tous les journaux le script. Ce qu'on Bien sûr, pour qu'il soit diffusé le lendemain matin. Pour qu'il soit lu et puis que des informations de ce script soient effectivement présentes dans les journaux. En plus, dès le départ, comme tu étais fan de foot, on te met derrière le micro de temps en temps. Ah après, en fait, quand on est dans un média comme ça, d'abord, on aime bien faire le tour de l'entreprise, donc on descend à la rédaction, on voit les journalistes, on voit les animateurs, on voit un peu tout le monde. Et puis, et il est bien vrai que moi, comme je jouais aussi au football parallèlement à tout ça, j'aimais bien rester très tard le soir, tous les vendredis ou les mercredis à l'époque, il y avait les matchs, mais là, à l'époque, tous les matchs étaient en même temps. C'est-à-dire que tu avais 10 matchs, mais en même temps, à la même heure. Donc il y avait des émissions spéciales où les auditeurs pouvaient écouter tous les matchs de foot. Et puis d'un autre côté, cette rédaction, pour pouvoir répondre à la demande des auditeurs, il fallait envoyer un journaliste ou ce qu'on appelait un correspondant sur place. Et puis j'arrivais sur place, on me mettait dans la loge des journalistes avec un micro, une connexion directe avec les studios de la rue Bayard. Puis dès qu'il y avait un but, j'appuyais sur un bouton, et je disais « but !» Voilà, et puis le gars me disait, alors but de qui? Alors moi je prenais ma feuille, ça, voilà, et puis ça me faisait encore un petit peu de sous, voilà. Et j'ai fait comme ça plein de des petites piges, ce qu'on appelle dans cet univers des médias. Voilà. Alors là on est sur RTL dans les années 70. C'est ça. Et alors, une anecdote très drôle à propos de Philippe Bouvard et des photos. Alors, les photos de ce qui était génial, c'est que c'était au service de presse. Notre mission, c'était d'aller voir régulièrement les animateurs, et puis de faire des photos avec les animateurs, donner des questions que la presse souhaitait, dont la presse souhaitait avoir des réponses. Et j'avais le souvenir qu'un jour, ma patronne à l'époque me dit voilà, Télérama aurait besoin de poser 3 questions à Philippe Bouvard, et comme il n'est pas forcément très communicatif avec la presse écrite, ça serait bien que tu ailles le voir, que tu lui poses les questions, et puis comme ça tu notes les réponses, et puis tu lui fais lire, et puis s'il est d'accord, on envoie ça au journal. Voilà, bon, très bien, je me lie à ce projet, je vais voir Philippe, bonjour, alors il me pose des tas de questions, parce que les petits jeunes, il adorait de savoir qui est qui fait quoi, et puis et puis du coup je commence à lui poser la question, et puis au bout d'un moment il dit mais c'est quoi ces questions à la noire, et il prend mon papier, il le déchire, ah bon, et puis il me dit bon, t'es jeune, j'en ai marre de ces questions, c'est toujours les mêmes, t'es jeune toi, pose-moi 3 questions à toi.
Alors du coup, là, je me sentais un peu là. Et du coup, j'ai quand même réussi à lui poser 3 questions, dont je me souviens plus, mais 3 questions. Et du coup, il était surpris, il dit oh c'est génial tout ça. Et je suis remonté en leur disant ben voilà, j'ai raconté mon histoire et puis c'est paru dans Télérama. Et ce qui est drôle, c'est que Philippe Bouvard, il aimait pas seulement les interviews, il aimait pas non plus les photos. Alors non, il aimait pas les photos. Et alors régulièrement, tous les médias le faisaient. On regroupait en début de saison, c'est-à-dire au juillet-août pour le mois de septembre, pour la rentrée de septembre, comme la rentrée des classes, on regroupait les animateurs. Et donc à RTL, c'était classique, tous les ans, il y avait la photo de famille. Et là, ils avaient décidé de mettre tout le monde en costume 3 pièces, avec le nœud papillon, costume noir et tout ça, voilà. Et donc, il y avait un rendez-vous qui avait été pris pour tous les animateurs, dans le grand studio de RTL. Et puis voilà que Philippe Bouvard dit non, non, moi je veux pas être avec les autres, je veux pas du tout, je veux pas participer à cette photo collective, j'ai pas envie, il avait pas envie. Bon, et là, on vient me voir, sur les conseils de Philippe, en disant bon, Arc, t'es aussi rondouillard et pas très grand que Philippe, on va t'envoyer dans une boutique louer un costume 3 pièces, voilà, et puis c'est toi qui vas venir dans la photo de famille faire Philippe Bouvard et après on lui mettra sa tête à la place de la tienne. Alors, je me voilà déguisé en Philippe Bouvard, la photo avec tous les animateurs, comme ça, et puis la photo a été faite, et puis 15 jours ou 3 semaines après, voilà que dans tout Paris, dans toute la France, il y avait cette photo de famille avec RTL ceci, RTL cela à l'époque. Voilà. Et puis, le mec qui faisait Philippe Bouvard, c'était moi. Donc, du coup, tu as la photo qu'on voit sur l'écran actuellement. C'est pas Philippe Bouvard, c'est Marc Chariot voilà, qui est là. Avec Micheline, tu as une anecdote aussi. Parce que Micheline, tu as une femme qui est fan d'Aznavour. Et grâce à Micheline, quand même, ta femme a pu voir tous les concerts d'Aznavour. En fait, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, RTL, on était partenaire de les 4-5 grands artistes français. Puis, comme on est un peu très liés, qu'on avait une certaine complicité avec la responsable du service publicité, lorsqu'il y avait des places de concert, moi, j'essayais d'en profiter. Quand c'était le rock, bien sûr, là, on privilégiait, parce qu'on savait qu'au moins, ça me faisait plaisir. Le sport, le football, n'en parlons pas. Tous les 15 jours, j'étais au Parc des Princes. Et puis, effectivement, quand il y avait les artistes français, là, j'avais quand même glissé quelque part, j'avais levé le doigt en disant, vous savez, ma femme, elle adore Charles Aznavour, et alors, vraiment, voilà. Et alors, du coup, à une époque, on avait quand même, c'est pas qu'on avait des invitations pour les concerts ou les spectacles, mais c'était pas facile d'inviter les gens, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire que les gens, ils avaient presque pas forcément envie de sortir, à part les fans. Et donc, toute cette billetterie dont RTL disposait, d'abord, elle en faisait des jeux pour les auditeurs, pour gagner des places. Et puis bien sûr, pour ses relations publiques, elle en offrait aux gens. Et puis du coup, très vite, ma femme a fait partie de ces fans d'Aznavour qui savaient que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit à Paris où il se présente, Martine aurait une chance d'avoir un billet, même si c'était 1 heure avant le concert. Et du coup, tu as Charles Aznavour qui l'a su et qui lui a fait un petit cadeau à un moment. C'est ça, et voilà. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que, parallèlement à ça, notre mission, nous, relations presse, c'était quand même, quand il y avait des événements, d'aller dans le studio, de voir les artistes, tout ça. Et puis, on avait très vite, on parlait ensemble, quoi. Et donc, au bout d'un moment, Charles Aznavour, il connaissait quelques gens de RTL, on savait, voilà, il y avait un lien, voilà. Et puis un jour, j'avais récupéré un disque d'or de Charles Aznavour, parce que à une époque, RTL faisait des ventes aux enchères de disques d'or, que la radio recevait des maisons de disques, et on faisait une vente aux enchères pour une bonne cause, hein, pour des œuvres. Et j'avais réussi, moi, à récupérer un disque d'or de Charles Aznavour, et je suis allé le voir en disant, bon, vous pourriez me le dédicacer pour ma femme. Donc, il me l'a dédicacé, et puis est très sympa et tout. Et puis quelques temps plus tard, alors là c'était un peu différent, il y avait un concert magique, peut-être l'un de ses derniers concerts qu'il faisait en Belgique. Et du coup, j'avais réussi à avoir des places.
Et là, pareil, je lui avais donné la petite affiche, donc de son concert à Bruxelles. Et là, il m'a écrit tout un petit mot, et pour ma femme et tout ça, voilà. Et puis, il était tellement content qu'il m'a dit, bon, bah écoute, on va pas passer notre temps à se dédicacer des trucs, tu vas venir manger avec moi. Et hop, et on est parti bouffer une pizza sur les Champs-Élysées avec sa collaboratrice et puis quelques gens qui étaient en studio, voilà. Alors toi, tu as évolué dans ton métier. Ouais. Puisque tu t'es mis à la caméra, et alors c'est pareil, c'est au culot. Alors faut savoir, se remettre à l'époque, la radio au début n'avait pas le droit de filmer ses émissions. C'était dans la loi, ils n'avaient pas le droit de filmer et ils ont dû négocier avec l'État pour pouvoir filmer. Et toi au culot, tu es allé voir Philippe Bouvard et raconte-nous. Comme Philippe Bouvard, finalement, c'était l'un des fidèles de l'antenne. C'était quand même, c'est d'ailleurs, même quand on voit l'émission Les Grosses Têtes qui continue toujours, même sans Philippe Bouvard, c'est quand même, si tu veux, l'émission emblématique de la radio et de RTL. Et donc, fort de tout ça, moi, quand on est dans les services communication, dans un média, j'ai découvert très tôt ce qu'on appelle le numérique. Et moi, comme c'était mon métier, j'ai comme ça évolué. Je suis passé donc de la fichette à la caméra et d'aller filmer. Et très vite, je me suis retrouvé effectivement à faire le tour de France pour aller filmer les événements de la radio, que ce soit le salon de l'agriculture ou la fête de je ne sais quoi à l'autre bout de la France. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, ça serait bien que j'arrête tous ces trucs-là, et puis peut-être que je me concentre sur la captation vidéo des émissions. Alors là, comme effectivement il y avait des problèmes de loi, d'accord, tout ça, est-ce que les radios avaient le droit de filmer? Alors on n'avait pas le droit de filmer, si je me souviens bien, l'intégralité des émissions, mais on pouvait faire des petites séquences. Et puis ensuite, il y avait les animateurs qui voulaient et qui ne voulaient pas, dont Philippe Bouvard. Et il refusait qu'on filme son émission à RTL. Sauf que il y avait quand même un contrat qui existait que tous les gens doivent connaître, c'est qu'une fois par mois, il y avait sur Paris Première, et puis aussi d'une autre version sur France 2, je crois, d'une émission mensuelle des grosses têtes, dont le style changeait un peu de la version radiophonique. Voilà. Et donc, finalement, Philippe Bouvard, il finissait par quand même apparaître en mode grosse tête à la télé. Mais puisqu'il existait des versions télé des grosses têtes, à un moment, il fallait franchir le pas et puis faire en sorte que Philippe Bouvard soit d'accord pour qu'on puisse tous les jours voir un peu de grosses têtes en vidéo sur les 2 heures d'émission en son. Je suis allé voir Philippe Bouvard et Éric Laverdin, son réalisateur, et ensemble, il a été convenu que moi, je pouvais, une fois par semaine, je puisse filmer et puis faire ce qu'on appelle des petits clips de 3-4 minutes, le meilleur moment de la grosse tête. J'arrivais comme ça à fabriquer des petits clips de 3 à 4 minutes et qui étaient diffusés sur les réseaux, sur le site RTL et puis bien sûr sur YouTube. Ça a commencé comme ça, puis petit à petit avec le temps, bien sûr, Philippe a vu que finalement il n'y avait rien de négatif, tout fonctionnait, c'était sympa, ça faisait un petit peu de notoriété et du coup après je l'ai fait de façon quotidienne. Ensuite, quand Philippe a quitté le navire pour être remplacé par le clown 2, Ok. C'est ça, voilà, j'ai continué mon aventure. Ça veut dire que tu as été un des premiers à filmer la radio. Ah oui. Voilà. Et ce qui t'a ramené après sur M6, d'ailleurs. Après, en fait, moi, personne ne m'a ramené sur M6, c'est-à-dire que, en fait... C'est M6 qui a racheté RTL. Il faut savoir que M6 a été créé par RTL, ouais. Que tu as la loi... À cause de la loi, RTL a dû vendre M6 et que quelques années plus tard, M6 a racheté RTL. C'est comme si le fils avait racheté le père. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je me souviens que la création de M6, c'était Jacques Rigaud, le président de RTL, qui avait négocié avec le ministère de la Culture le rachat d'un réseau audiovisuel pour faire donc M6. Et nous, pendant, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, M6 était rue Bayard, avant que il déménage. Et puis ensuite, alors là, il y a eu, dans les médias, radio ou autre, télé, il y a des rachats, et on rachète des parts, et on revend, et on machine. Donc à un moment, en tant que salarié, en tant qu'employé, vous quittez le navire très rapidement. Et puis un jour, vous entendez dire que M6 va racheter la radio qui l'a créée. Donc c'est amusant, quoi. Et c'est comme ça qu'on finit ses jours à Neuilly. Voilà. On quitte le rêve de la rue Bayard pour quitter le navire pour aller à Neuilly. On va parler un peu people, parce que toi, avec 42 ans, t'as quand même, avec ton métier, tu as connu tous les animateurs, de Drucker, Hanouna, tu as tout le monde. Oui, et tu as une petite anecdote sur Hanouna, que tu as connu à ses débuts.
quand il était avec Jean-Pierre Foucault. Ah oui, alors à Hanouna, ce qui était drôle, c'était que dans mon métier, moi j'étais le préposé aux cartes postales. Hein. La carte postale, c'était un truc traditionnel dans les médias, c'est-à-dire que tous les animateurs voulaient leur carte postale. Et donc il y avait un défilé régulier en début de saison des animateurs. Et donc un jour, je vois débarquer Hanouna dans mon bureau, qui n'était pas connu à l'époque, hein, pas très connu, mais c'était un nouvel animateur qui venait de la radio, d'ailleurs, je sais plus, je crois qu'il avait été inspiré d'une autre radio pour venir à RTL, et pour rejoindre Jean-Pierre Foucault pour une émission tandem, je crois qu'elle devait être hebdomadaire du vendredi, je crois, si mes souvenirs sont bons, mais peu importe. Donc Cyril vient, tout ça, on s'occupe des photos, je lui fais son portrait pour sa carte postale, voilà. Et puis, bien sûr, comment c'était l'étage du service communication, c'est là où il y a tous les petits gadgets, la montre RTL, les stylos, les crayons, les briquets. À l'époque, il y avait beaucoup les trucs comme ça, les briquets, tout ça, voilà. Et donc, Cyril venait régulièrement me voir en me disant, oh, t'aurais pas un peu de stylo, t'aurais pas un petit peu de truc, ça. Et puis nous, c'est l'intérêt d'un produit, d'un objet promotionnel, c'est de le faire vivre. Donc c'était avec le plus grand plaisir que quand un animateur ou un journaliste, enfin quelqu'un voulait des produits pour les faire circuler, c'était un plaisir. Et lui, c'était un professionnel. Il savait, à la fin de ses émissions, donner des montres avec les stylos, il savait comment. Et donc il savait utiliser l'objet, voilà. Et donc on avait comme ça gardé une certaine complicité. Moi, j'étais le spécialiste, c'est moi qui venais voir quand il voulait des petits objets promotionnels, et on a gardé comme ça le contact. Et puis après, il y a eu plusieurs étapes dans la radio jusqu'à ce qu'il la quitte, mais il a dû rester quand même au moins 4-5 ans RTL, sauf erreur, mais voilà. Et j'ai toujours gardé un bon contact avec lui, malgré des fois tout le mal que j'entends. Oui, mais moi, je le défends. Les gens parlent sans savoir. Voilà. Toi, tu as connu aussi Michael Jackson quand même, tu l'as suivi, et tu as quand même été au Parc des Princes et dans sa loge. Ah ouais, parce que en fait, c'est toujours pareil. Chercher quelqu'un à RTL, comme moi j'étais au service de presse et que je passais mon temps à écrire des communiqués de presse, ils avaient trouvé assez simple que moi je puisse écrire tous les jours une chronique qu'un animateur de RTL, en l'occurrence André Torrent, qui était spécialiste du hit parade à l'époque, c'était le roi du hit parade. André, si tu me vois, tu sais de quoi je parle. Et donc André Torrent, c'était le roi du hit parade, et donc tous les jours en fin d'après-midi ou en début de soirée, il avait une émission où il faisait le tour des chansons, des succès de l'époque, et puis il y avait une petite chronique autour de Michael Jackson, parce que RTL était partenaire des concerts de Michael Jackson. Et du coup, il fallait trouver quelqu'un qui écrive à André Torrent un texte, une page et demie, sur la journée passée par Michael Jackson à Paris, puisque je crois qu'il a dû passer au moins une quinzaine de jours à Paris avant de faire ces 2 concerts. Et donc moi j'étais missionné avec plein de badges pour aller partout. Là, partout où il allait, donc on m'avait présenté à son attaché de presse, à toute la production des gens. Et donc ma mission c'était pratiquement d'aller, on m'envoyait là où il fallait que j'aille, ce soit dans des magasins de jouets où il adorait acheter des jouets, ou des magasins de fringues, ou d'aller à Disneyland. Il fallait que je suive le mouvement. Et puis, il y avait un rendez-vous quotidien alentour de 15h, 17h, où il fallait que j'aille à l'hôtel, place de la Concorde, dans son grand hôtel avec cette énorme terrasse. Et là, j'avais rendez-vous avec son attaché de presse, avec une responsable qui, elle, me donnait des feuilles avec le programme du jour passé et puis le programme du lendemain. Et avec toutes ces informations, c'était à moi d'écrire la petite chronique du soir. Combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver dans la chambre, comme ça, de côté, parce qu'il y avait du monde pour surveiller, enfin il y avait du monde, il était cerné le gars. Et puis je revois encore cette espèce de plaque ronde, je veux dire à peu près de 2 mètres de diamètre, sur laquelle, avec des vitres tout autour, sur laquelle il dansait. Et il s'entraînait, je le voyais comme ça de loin en train de danser, pas dû le voir 3-4 fois comme ça, danser sur cette plateforme. C'était un peu mon quotidien, ça m'amusait un peu. Et puis il se trouve que pendant cette période-là, je m'apprêtais à être papa d'un 2e enfant, d'un petit Sylvain en l'occurrence. Me voilà à l'hôpital en attendant que ça arrive. Mon patron de l'époque, qui me cherchait partout, a fini par appeler la clinique. Il y a une infirmière qui vient voir en disant « Monsieur, bonjour, voilà, je vous laisse un message, il faudra absolument que vous retourniez voir Michael Jackson. »
Alors elle a cru que c'était une blague. Je dis ah oui je sais, j'y vais, je m'en vais, tout ça, voilà, pof. Et là du coup j'ai quitté le navire et je n'ai pas assisté à la naissance de mon fils, parce que j'étais allé voir Michael Jackson. Alors. Puis 4 jours après, c'était le concert, donc c'était au Parc des Princes, ouais. Au Parc des Princes. Donc là du coup le minimum c'était quand même que je puisse y assister. Ma femme qui venait de donner naissance à notre fils, elle a voulu aussi prendre part à l'aventure. Et elle est venue rejoindre le Parc des Princes où là on lui avait trouvé une petite place assise. Voilà. Et puis moi je traînais un peu backstage pendant le concert. Et puis à la fin, quand le concert s'est terminé, on était là à attendre qu'il sorte de sa loge et tout. Et puis il y avait un petit buffet. Enfin c'était quand même. Oui, parce qu'après tu étais dans la loge. Et bien après voilà, on était tous dans la loge. Puis il a fait un petit signe, hop, il a remis son gant et il est parti. Pour une question de temps, on va devoir s'arrêter là, mais il y avait tellement encore d'anecdotes qu'il y aura peut-être un épisode 2 entre Johnny Hallyday, Michel Sardou, Isabelle Morini. Enfin, il y a du lourd. En tout cas, merci Marc d'être venu. Ouais. Nous, la semaine prochaine, on va recevoir la prof emblématique de la Star Academy de la saison 4, Isabelle Charles, qui sera avec nous. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Et nous, on se voit la semaine prochaine sur Instant Paillette. Bonne semaine à vous. Merci.